je suis, professeur de gériatrie au CHU de Nice et je m'occupe du pôle réhabilitation autonomie vieillissement et président du conseil national professionnel de gériatrie. Très intéressé par les sujets de transfo digital, de mes sujets qui sont ceux du vieillir en santé, comprenant à la fois les aspects de prévention et les aspects de soins. Quand on parle de transition démographique, il faut bien comprendre qu'il y a finalement 2 bouts. Il y a, je dirais, si vous me passez l'expression, la gestion du stock qui vieillit partout dans le monde et puis l'autre élément que je connais un peu moins, qui est, le fait qu'il y a moins de naissances et c'est cette transition-là qui intéresse en transformation très puissante dans les 30 prochaines années, l'ensemble de l'humanité. Alors il faut bien comprendre que la transition démographique ne concerne pas que la France, pas que l'Europe, mais bien le monde entier. On estime que dans les 50 ans qui viennent, la transition démographique, impactera l'ensemble des pays du monde, sauf, l'Afrique subsaharienne. C'est très important ce qu'on dit là parce que les solutions potentielles liées à la compensation, par exemple, de la perte d'autonomie qui nécessite de la ressource humaine, eh ben, elles sont les mêmes dans le monde entier et que ces sujets-là, du coup, deviennent des sujets très globaux. Et paradoxalement, cette, transition qui est aussi importante dans l'histoire de l'humanité, de ce qu'elle a affronté en tout cas dans les 30 prochaines années, est au moins aussi puissante que l'autre grande transition qui est pour le coup mieux connue des opinions publiques et souvent des décideurs publics aussi, qui est la transition, écologique, environnementale et énergétique et climatique. Donc on voit que le sujet de la transition démographique est un sujet clé de transformation et auquel il va falloir amener des réponses et ces réponses, on a cette chance-là de vivre dans un temps de transformation digitale et on va voir que tout au long de ce qu'on va se dire aujourd'hui, eh ben, il y a ce sujet-là derrière pour essayer de mieux faire, d'apporter des réponses à nos concitoyens qui vont prendre de l'âge. Je reprends le sujet qui, moi, m'intéresse, qui est le vieillissement de la population mondiale et en particulier le vieillissement de la population française. On a à partir de 2027, tous les ans, pendant 25 ans, le temps que ce qu'on appelle le baby boom ait plus de 80 ans, finalement, une augmentation tous les ans du nombre des plus de 80 ans et c'est cette population des âgés et des très âgés qui va surtout beaucoup augmenter et en pourcentage et en valeur absolue dans notre pays. Or, on sait que les, plus de 75 ans consomment à peu près 3 fois plus de soins que les moins de 75 ans, que dans le même temps, les ressources humaines soignantes ne feront que diminuer par rapport à l'augmentation de ces besoins, même si on augmente encore les ressources humaines. Je vous donne un exemple sur le métier d'infirmier. Actuellement, il y a à peu près un peu plus de 600 000 infirmiers en France. Il est prévu d'ici 10 ans de passer à 820 000. Malgré cette augmentation, si on y arrive, on aura un déficit par rapport à l'état actuel de capacité de prise en soin de près de 80 000. Donc on voit qu'en fait, là maintenant où nos concitoyens se plaignent d'une difficulté d'accessibilité au système de santé et à ses professionnels, eh bien dans 10 ans, même si on tient le pari qui est loin d'être gagné encore une fois, d'augmenter le nombre de professionnels, ça sera plus difficile que maintenant. Et ces questions-là sont essentielles pour tout le reste de mon propos. Si on n'a pas compris ça, en fait, c'est pas possible de réfléchir aux différentes solutions parce que finalement, il y en a de 2 grandes sortes de solutions. Soit on rajoute de la main-d'œuvre humaine dans ces métiers-là, des métiers du soin et des métiers de l'accompagnement, hein, du domicile, de l'accompagnement notamment à domicile. Et ça veut dire que le seul moyen qu'on aurait, c'est soit de la requalification professionnelle massive, soit de l'immigration de ressources humaines. Ou on essaie de réfléchir différemment avec un mix entre la ressource humaine et la capacité d'être plus performant grâce aux produits, solutions et services issus du digital. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et puis, l'autre élément essentiel pour comprendre les réponses que l'on doit apporter face à cette transition démographique, c'est que le sujet de la prévention devient d'autant plus important. Pourquoi? Parce que, jusqu'ici, finalement, on disait bien qu'il fallait mieux, prévenir que guérir, mais finalement, nos concitoyens, les Français, savaient que s'ils étaient malades, ils auraient une réponse curative par leur système de santé. Et cette équation-là, elle est plus vraie maintenant et elle le sera encore moins objectivement dans les années à venir, même si c'est pas très optimiste comme propos, je l'accorde. Mais cette réponse du curatif, qui est en train déjà de se dégrader, va l'être encore plus.
Donc on va tout faire, c'est ce qu'on disait avant, pour qu'elle soit maintenue, que nos concitoyens puissent avoir une réponse quand ils en ont besoin. Mais le sujet de la prévention pour éviter d'être malade devient d'autant plus crucial, du fait de cette pénurie, de la capacité du système de santé à répondre, avec cette augmentation du besoin liée au vieillissement de la population. Vieillir en santé et en autonomie, alors sachant que en ra ne fait que le fait de rajouter «et en autonomie», c'est un changement de culture, hein, du système de soins en général, hein. Jusqu'ici, les soignants que nous sommes, les médecins que je suis, le médecin que je suis a été formé pour soigner. On sait maintenant, avec l'augmentation de la longévité, ce qui est une vraie chance, mais de fait, l'augmentation du nombre de pathologies chroniques qui, elles, ne sont pas guérissables, qu'on a un vrai besoin de modifier notre paradigme de prise en soin. Puisque le but, c'est pas que de guérir, mais c'est aussi de préserver l'autonomie. Et donc ça, c'est un vrai changement de culture assez profond qu'on voit pas toujours, dans, le monde, de la santé et les professionnels, qui y sont. Donc ça, c'est le premier élément. L'autre élément, évidemment, et là, on fait le lien avec la prévention, c'est que on n'a pas des ressources extensibles et que pour faire des interventions de prévention, pour essayer de limiter le risque des maladies et aussi limiter, lorsqu'on a une maladie chronique, le risque de ce qu'on appelle les décompensations de ces maladies chroniques. Il faut savoir que quand on a des maladies chroniques et qu'elles n'arrêtent pas de décompenser, hein, par exemple une insuffisance cardiaque avec ce qu'on appelle l'œdème aigu du poumon, hein, qui est le mode de décompensation de l'insuffisance cardiaque, de l'eau dans les poumons qui arrive brutalement. Ces décompensations, ce périodiques, rapprochées, sont celles qui font la perte d'autonomie à terme. Donc il n'y a pas de distinguo entre les maladies et l'autonomie, c'est pas vrai, hein. On ne devient pas dépendant par l'opération du Saint-Esprit, on devient dépendant par l'accumulation des maladies, surtout des maladies chroniques quand elles ne sont pas bien gérées. Donc on a vraiment ce continuum-là du bien vivre et bien vieillir en santé et du bien vivre et bien vieillir en autonomie. Il ne faut pas le décorréler. Donc c'est en santé et en autonomie. C'est comme ça qu'il faut voir. À qui ça s'adresse du coup en termes de population? Bah là, l'OMS est en train de réfléchir aux populations cibles des interventions de prévention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, les moyens n'étant pas extensibles à l'infini comme on l'a dit, même plutôt en contraction, il faut bien cibler à qui c'est le plus utile. Alors, il y a déjà un sujet d'âge. On considère que les interventions de prévention, là où c'est pour la santé, c'est on certainement, on tournera autour des 55-75 ans et après 75 ans, on rajoutera les interventions de la prévention de la perte d'autonomie. Mais pour la santé, 55-75 ans. Il y a une autre population cible qui est très regardée par l'OMS, que sont les 0-17 ans, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc on voit qu'on a des 2 populations qui sont ciblées au niveau mondial, hein, pour les interventions de prévention. Les interventions de prévention, c'est quoi? Ça peut être de l'activité physique adaptée, ça peut être de la nutrition, alimentation, du maintien du niveau, de stress, éviter le stress et le maintien d'un bon état, mental et psychique, par exemple avec la bonne gestion des émotions, le sujet du cognitif, voilà, donc c'est vraiment une approche très intégrative, socio-environnementale qu'il faut avoir sur ces interventions pour, vieillir en santé et donc en autonomie. Et donc on voit que, il faut cibler cette partie-là d'âge, pour ces interventions de prévention, après des diagnostics personnalisés de ce dont on a besoin. Tout le monde n'a pas besoin des mêmes interventions de prévention. Donc on est au début de la construction de ces parcours de prévention. C'est pas du tout fait à l'heure actuelle en France, hein, pas du tout, hein. Rien n'est organisé en tant que tel. Vous n'avez pas un diagnostic complètement fait, même si maintenant les consultations de prévention sont en partie faites pour ça. Mais derrière, les effecteurs, ceux qui sont capables de produire ces interventions de prévention, ne sont pas forcément identifiés sur un territoire donné. Et donc l'usager, je dirais, hein, puisqu'il n'est pas patient, hein, puisqu'il n'est pas malade normalement, il est un peu perdu parce qu'il ne sait pas vers qui se tourner et le médecin généraliste, par exemple, hein, qui est une porte d'entrée, hein, dans la prévention, bah, c'est pas non plus vers qui adresser. Donc on a vraiment un travail de fond à construire et on voit là aussi que l'innovation digitale est un élément essentiel pour aider à structurer ces parcours de prévention, aider à structurer aussi la production de connaissances pour qu'on sache ce qui est le plus utile et surtout à personnaliser, à individualiser, les interventions de prévention. Quand je vous donne cet âge-là, les 55-75 ans, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on fait rien avant et ça veut surtout pas dire qu'on fait rien après.
Après on fait au moins autant et on rajoute le sujet de prévention de la perte d'autonomie, qui est plus important après 75 ans. Et avant, on est sur ce qu'on appelle la prévention primaire, hein, c'est-à-dire essayer d'augmenter le niveau de littératie en santé, ce qui veut dire en langage, médical, en fait, apprendre à nos compatriotes à, prendre soin de leur propre santé eux-mêmes. Qu'ils comprennent qu'ils ont un capital santé et autonomie et qu'il faut qu'ils le protègent parce qu'ils ont la chance de vivre un moment où ils vont vivre longtemps et que donc les questions se ils ont à ménager leur monture pour faire court et pour ça, il faut qu'ils comprennent ce qui leur arrive et qu'ils comprennent les bons comportements, qu'ils les intègrent. Ce qui est pas très facile puisque c'est de la modification de comportement de la vie de tous les jours qui se cache derrière ce mot de littératie en santé. Dans le champ holistique, dont je viens de parler, hein, avec une approche bioclinico-psychosocio-environnementale, hein, de pour rester en bonne santé, il y a une des verticales, je dirais, qui est la santé cognitive. Alors, il faut savoir qu'elle est très corrélée à la santé émotionnelle, donc c'est difficile de séparer les 2. D'ailleurs, nous, dans notre approche, dans notre cohorte ANIS qui s'appelle Bien vieillir ensemble, c'est un bloc, hein, le bloc cognitif et émotionnel. Et sur le sujet cognitif, on a, évidemment, à la fois le sujet de prévention et puis après le sujet de maintien des capacités, même lorsqu'arrive une maladie neurocognitive. Donc c'est vous savez que les maladies neurocognitives, hein, dont la plus connue, la plus fréquente est la maladie d'Alzheimer, qu'elle soit liée à de la maladie vasculaire ou d'autres champs de maladies de type neurodégénérative, c'est la principale cause de perte d'autonomie dans, toutes les sociétés, dites industrialisées, hein. C'est la principale cause. Donc c'est un sujet essentiel et on sait qu'il y a des moyens de prévenir. Alors il y a des moyens de prévenir qui sont, heu, liés plutôt aux maladies, par exemple, cardiovasculaires et à leur contrôle, ça c'est très important, aux habitudes de vie, même au sensoriel, hein. Avoir des bons yeux et surtout des bonnes oreilles, on a montré très récemment que c'était des facteurs corrigeables de risque, de rentrer dans des maladies cognitives et puis derrière, bah, c'est comme tout organe et toute fonction et ben, il faut stimuler, il faut s'en servir pour qu'elle résiste mieux, heu, au vieillissement déjà et puis à la maladie, lorsqu'elle apparaît. Donc je vous ai dit avant qu'on avait des difficultés à mettre des professionnels en face de chaque, patient ou sujet en France sur ces sujets-là, mais l'innovation digitale nous permet des tas de choses. Hein. Donc il y a le sujet de la stimulation cognitive, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, et vous avez plein de choses, plein d'applis, plein d'objets, plein de dispositifs qui permettent de la stimulation cognitive. On peut même le faire soi-même, même en l'absence de dispositif, hein. Là, on rentre sur cet aspect de littératie en santé et puis attention, si j'ai un message, c'est que la stimulation cognitive seule n'est pas efficace si elle n'est pas corrélée à l'ensemble des autres champs de la prévention et pour son jumeau aussi qui est le, la gestion émotionnelle, hein. Vous savez que l'anxiété, le stress, voire derrière un syndrome anxio-dépressif véritable qui s'installe, abîme la capacité cognitive, aggrave les maladies neurocognitives, les font évoluer plus vite. Des fois même, elles sont ensemble, des fois même, elles sont aussi les conséquences des maladies neurocognitives. Donc là, on est vraiment dans des champs de diagnostic médical auprès d'équipes expertes, mais on est vraiment sur un sujet très mixé entre l'émotionnel et le cognitif. Dans tout ce qu'on vient de dire, je vous avais, de cette approche bioclinico-psychosocio-environnementale, hein, je suis désolé, j'adore le dire, donc vous allez m'entendre le dire encore plein de fois dans cette interview. Le sujet social est essentiel, hein. On sait que pour vieillir en santé et en autonomie, un des éléments, fondateurs de cette trajectoire de bien vieillir, c'est la qualité ressentie du lien social, hein, et même au-delà de l'utilité sociale. Donc on voit que, bah, nous sommes des animaux sociaux, c'est comme ça que c'est défini l'espèce humaine et que sans ces liens, on s'abîme plus vite. Alors on s'abîme plus vite sur le plan cognitif et émotionnel, bien sûr, mais on s'abîme plus vite globalement, y compris sur un plan somatique. Parce que, ben, tout se débobine finalement quand on n'a plus d'intérêt à vivre dans notre société. Donc on voit que cette part-là, elle est de la responsabilité de tous, hein, depuis l'État et les collectivités territoriales, en passant par,
notre responsabilité à nous, individuelle, de d'avoir bien compris qu'il faut maintenir du lien social, voire le faire, augmenter en volume, lorsqu'on vieillit. C'est encore plus important quand on est plus jeune, alors que les interactions sociales sont beaucoup plus fréquentes quand on est plus jeune, notamment quand on est dans le temps du travail. Et en voilà le sujet du départ à la retraite qui est en plus assez couperet en France, alors que c'est une aberration complète, hein. Moi, je dirais que si on pouvait travailler, le plus tard possible, évidemment, ça dépend des métiers, mais c'est protecteur pour le bien vieillir, en dehors de toute considération politique, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est, au moment où, on n'a plus cette activité qui est sociale par nature, qui est le travail, pour une partie, encore une fois, du travail, qu'il faut essayer de le reconstruire s'il y a besoin ou de le maintenir si c'est possible. Et ça, c'est un élément fondamental. Et bien sûr, l'innovation digitale est fondamentale dans ce sujet-là. Il ne faut pas la voir comme, étant une forme de gadget, dans le maintien du lien social. C'est pas vrai. C'est très puissant, c'est très efficace, c'est pas à la place du contact humain face face, bien sûr, mais ça rajoute beaucoup de possibilités, y compris au lien humain face face. C'est-à-dire que le digital permet de rencontrer des gens, permet de trouver des sujets d'intérêt, de créer des communautés. Quand on a fait notre première partie de programme de prévention, c'était pendant le covid et donc on a dû passer en mode digital toutes nos interventions de prévention, qu'elles soient d'activité physique, de conseils nutritionnels, diététiques. On a dû tout passer en digital, on n'avait pas le droit de se voir. Et ben, en fait, ces communautés-là, de mes sujets, de mon programme de recherche, elles ont perduré et elles vivent en dehors de nous maintenant. C'est des gens qui se voient entre eux parce qu'en fait, ils ont participé aux mêmes activités médiées par le digital. Donc on voit quand même la puissance de cet outil, en plus de l'activité physique. Je prends l'exemple d'activité physique, les séances étaient donc à distance, mais communautaires et finalement, bah, ces communautés-là, elles existent encore maintenant. Ce sont devenus des copains et c'est hyper efficace et maintenant que c'est permis, se voit en vrai. Alors jusqu'ici, on avait parlé de la prévention pour le maintien de l'état de santé. Après, quand on vieillit encore, d'autres risques arrivent et notamment, là, on rentre dans la prévention de la perte d'autonomie ou la compensation de la perte d'autonomie et sur des populations plus vulnérables, heu, un des éléments clés que nous, on appelle syndrome gériatrique, qui est la chute, par exemple, on a des, catastrophes, on va dire, de pronostic, sur cette dimension-là, qui est la chute, hein, qui est l'accident domestique qui tue le plus en France, hein, largement et qui concerne en particulier, les plus seniors d'entre nous. On a maintenant des capacités, notamment de détection de la chute, voire de détection du risque de chute, par des éléments domotiques dans l'environnement habituel du sujet, qui sont extrêmement puissantes. Et mon point de vue, c'est qu'au-delà même du risque de chute dont je vous parle, parce que c'est un bon exemple, le domicile va de plus en plus se transformer avec l'ensemble des règles éthiques nécessaires, hein, c'est pas Big Brother non plus, mais comme, une antenne sanitaire. C'est-à-dire que finalement, avec l'ensemble de la de des du monde des objets connectés d'une certaine manière, c donc la troisième révolution digitale» entre guillemets, sinon la quatrième c'est l'IA générative, mais là, en tout cas sur les objets connectés, on a une capacité en fait à, prendre en soin, celui qui est chez lui et bien sûr, celui qui est chez lui a du coup, grâce à ces retours-là, la capacité de se prendre en soin lui-même. Donc on a vraiment de plus en plus, du fait notamment de la diminution de la ressource soignante à côté, besoin de transformer, lorsque c'est nécessaire, le domicile en antenne de surveillance sanitaire, à la fois par, des objets ambiants ou des objets portés, mais qui vont nous permettre quand même d'avoir à la fois des données, à la fois de permettre de faire de la levée de doute et puis aussi d'intervenir quand il y a besoin, dans l'intérêt des personnes et bien sûr en respectant leur libre choix et leur liberté. Ils ne sont pas obligés de voilà, c'est eux qui définiront les règles d'intervention. La population, vieillissante, je l'ai dit, on est très nombreux, mais sur la population âgée, ils sont déjà eux aussi très nombreux. Il faut voir que, la modification sociologique, hein,
des personnes âgées en France et en Europe, et même un peu partout dans le monde, fait que ce sont maintenant des gens qui ont l'habitude, pour beaucoup, d'utiliser les objets digitaux. Donc, on n'a plus la barrière qu'on pouvait avoir il y a 10 ans ou 20 ans où on se posait des tas de questions en disant: «Mais de toute façon, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas finalement d'appropriation, par, les usagers parce qu'ils ont pas l'habitude». Maintenant, c'est plus vrai et ça le sera de moins en moins. Et puis, les outils progressent aussi, sont de plus en plus intuitifs, sont de plus en plus autonomes. Donc on a ces sujets-là ne se posent pas, sachant qu'on peut aussi, former les gens, hein. C'est dans notre cohorte, on a un partenaire, qui est associatif, qui a l'habitude de faire de l'accès aux droits des précaires initialement, qui s'appelle We Take Care et qui là, nous aide à former les publics les plus éloignés du soin et du digital, c'est souvent les mêmes, à, l'appropriation des outils pour, permettre de les soigner mieux, finalement. Donc on voit que des tas de choses sont disponibles, il faut que ça soit très territorialisé ces offres-là, je pense, c'est important et en tout cas, il y a, de mon point de vue, pas vraiment de sujet à l'appropriation des outils et des usages, en santé, en prévention et en autonomie, du monde digital par, nos Français vieillissants. Alors l'autre grande population qui doit faire, son coming out digital, c'est évidemment les professionnels du soin et là, on a aussi un sujet d'appropriation. C'est c'est un euphémisme que de le dire, c'est une population professionnelle qui est en grande tension, notamment parce qu'ils sont de moins en moins nombreux face à l'augmentation des besoins. Ça, c'est à peu près tous les jours, sur les réseaux sociaux ou, les chaînes d'infos continues qu'on en parle. Donc, c'est tout ce qui est, transfo par l'outil digital est vécu d'abord comme une contrainte. Il faut vraiment bien qualifier les usages et montrer le temps gagné. Quand vous parlez à un professionnel de santé, la seule chose qui l'intéresse, c'est combien ça me fait gagner de temps parce que c'est vraiment le sujet essentiel. Et or, les outils, les produits, solutions et services actuellement disponibles peuvent faire gagner un temps incroyable. Ça, c'est pour la partie gain de temps, mais aussi une efficience incroyable dans, l'efficacité de notre action de soignant. Un médecin, désormais, sans IA, est un médecin moins bon qu'un médecin avec IA. Ça enlève pas sa valeur de médecin et son choix à la fin et sa décision. Mais, les aides, là je parle des aides au diagnostic par exemple, ou des aides à la conduite thérapeutique, sont très puissants et on a maintenant, je ne vois pas comment on peut s'en faire un métier, nos métiers, le plus correctement du monde, puisque notre seul but c'est d'être le meilleur possible toujours. On a même pour les médecins prêté serment pour ça, sans ces aides qui sont devenues si précieuses et surtout si efficaces, si efficaces. Elles changent même d'ailleurs la nature des spécialités médicales, hein. C'est vrai que, des spécialités comme l'anatomopathologie ou la radiologie, pour ce qui est de l'analyse d'images, sont des disciplines ou la biologie médicale, qui elle a fait ça depuis déjà 30 ans avec de la robotisation, ont déjà fait énormément de progrès grâce à toutes ces aides-là. Et c'est pareil pour, les autres spécialités, petit à petit. Donc oui, c'est une transformation dans nos métiers, mais c'est une transformation dans notre intérêt à nous soignants et évidemment dans l'intérêt de nos patients. Vous avez vu, j'ai commencé par une vision assez, pessimiste de l'évolution de notre capacité de nous, monde soignant, à répondre à l'augmentation des besoins de soins et des besoins de santé, en partie, en grande partie quand même, liés au vieillissement de nos populations et puis finalement, vous voyez qu'avec, l'époque formidable dans laquelle on vit maintenant, c'est-à-dire la capacité de ces outils qui sont, maintenant sur étagère comme on dit, hein, c'est-à-dire qui sont disponibles, qu'il faut savoir articuler entre eux et de repenser complètement notre système de santé. De mon point de vue, la grande question qui va se poser dans les mois qui viennent, peut-être même dans le débat de la campagne présidentielle chez nous en 2027, hein, c'est la réorganisation du système de santé pour permettre aux professionnels de santé à la fois de vivre mieux leur métier et d'être plus performants dans la réponse aux patients. Et ça, c'est que la place centrale des outils est, absolument essentiel et il faut évidemment pas en avoir peur, évidemment garder les garde-fous éthiques, évidemment garder ce qu'on appelle la garantie humaine, hein. De toute façon, elle est consacrée, dans la loi européenne même, donc on a
tous ces éléments-là, mais un peu de liberté, un peu d'appropriation. Ce qui compte, c'est la santé de nos patients et de maintenir l'état de santé de l'ensemble de la population. Ça s'appelle la prévention.